Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver. Une heure, eh bien, c'est le temps que nous avons pour passer en revue l'actualité sportive de la semaine. L'élimination des éléphants locaux du championnat d'Afrique des Nations, eh bien, ce sera forcément un des sujets que nous aborderons ce soir. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire complet de cette émission. Eh bien, c'est parti. Ce soir, dans NCI Sport, les éléphants locaux éliminés du CHAN, analyse du parcours des hommes de Haïdara Swalio. Liz Mills, le nouveau coach de l'ABC, la nouvelle boss du staff technique des Fighters, nous a accordé une interview exclusive. Il y a une école à Abidjan qui forme les arbitres dès l'enfance. NCI Sport vous plonge au cœur de cette école. Il y a 31 ans, la Côte d'Ivoire remportait sa première CAN au tir au but face au Ghana. 3 acteurs clés du sacre racontent cette séance historique. Et voilà, vous connaissez le programme par cœur maintenant. Oui, une heure, je vous le disais, c'est le temps qu'on a pour dérouler tout ça. Je ne suis pas seule, non, comme d'habitude. Je suis très bien entourée sur le plateau de NCI Sport avec 2 consultants de sport ce soir, Patrick Guittet et Nasser Eddy. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame, la meilleure animatrice télé d'Afrique. Oh, c'est gentil. Oh. Bon, puisque vous le dites, voilà, puisque vous me lancez dessus. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous faites partie de ces votants qui m'ont élu. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Félicitations pour ce prix, c'est mérité. Et puis, bon, voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Bonsoir, Nasser. Que dire de plus? Salut, Tia, salut à tous. Félicitations. Bravo, merci. Bravo. Merci. Je ne savais même pas qu'il était là. Je n'avais pas vu du tout. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Allez, on a un beau programme. On va commencer tout de suite par ce qui se passe ailleurs. Et c'est bien évidemment avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, que nous allons commencer cette émission. Après leur qualification héroïque en quart de finale face à l'Ouganda, les éléphants ont vu leur rêve de demi-finale brisé par les Fennecs d'Algérie vendredi dernier. Au terme d'un match âprement disputé, la bande Haïdara Swalio a baissé pavillon dans les ultimes minutes de jeu. 1-0, score final. On revient sur cette élimination douloureuse avec nos consultants. Alors messieurs, bon, c'est vrai que le parcours des éléphants s'est arrêté face aux pays hôtes, aux pays organisateurs, à froid. Qu'est-ce qui a manqué à nos pachydermes lors de cette opposition? L'efficacité, tout simplement. Lors de ce match face à l'Algérie, je pense qu'on a eu à jouer égal à égal face à l'Algérie, malgré le fait que ces Algériens étaient à domicile, avec leur public qui a été exceptionnel, tout simplement, dans l'animation, dans les tribunes. Il faut dire également que les Ivoiriens étaient annoncés au nombre d'une trentaine en termes de CNSE, donc le Comité national de soutien aux éléphants, malheureusement, qui n'ont pas pu être au terrain. Mais ça n'a pas empêché les Ivoiriens de regarder droit dans les yeux les Algériens. Malheureusement, on a manqué d'efficacité et c'est là le grand regret de la Côte d'Ivoire au niveau de son baston offensif qui n'a pas pu se saisir de la moindre opportunité pour faire mal à cette défense algérienne qui offrait donc des portes pour les éléphants afin de pouvoir se mettre en exemple. Moi, je pense quand même qu'il a manqué d'autres choses. Le problème est plus profond pour moi que le manque d'efficacité. Parce que déjà, il y a eu ces criards, un manque d'expérience, notamment sur le penalty accordé à cette équipe algérienne, qu'on a offert, entre guillemets, même à cette équipe algérienne. Mais au-delà de tout ça, je pense que le problème, il est bien plus profond. Il manquait tout simplement de talent, de génie dans cette équipe. On est, pour moi, arrivé, on y reviendra peut-être, au niveau qui était le nôtre, peut-être même un peu plus, parce que moi, je disais depuis le début de la compétition, franchement, qu'on sorte déjà du premier tour, personnellement, ça allait être une satisfaction. Ça a été le cas. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre rouleau à ce stade-là, donc ce n'est pas une surprise. D'accord. Alors, parlons de ce pénalty accordé aux Algériens, un contre mal exploité par Sylla Mohamed. Vous pensez que ça a été le tournant de cette rencontre ou pas? Absolument. C'était le tournant de ce match parce qu'il y avait but pour la Côte d'Ivoire et qu'on n'aurait pas parlé de pénalty parce qu'on est dans la continuité de l'action. Quand il y a le pénalty qui advient à l'encontre des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a manqué, il a dit, peut-être de talent,
Mais encore une fois, sur cette action-là, on a manqué d'efficacité. Il y avait 2 opportunités, il a dit, des Zongrana, Mohamed, qui aurait pu battre le gardien tout seul, le gardien algérien, ou faire tout simplement une passe. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, mais malheureusement, il a manqué donc son geste technique. Donc, il n'a pas permis aux éléphants donc, de prendre l'avantage à ce moment de la partie, même si je pense que les Ivoiriens ont beaucoup souffert en défense, parce qu'il y a quand même eu des occasions pour l'Algérie. Pour ma part, il y avait un pénalty indiscutable pour l'Algérie. Et c'est là où il faut revenir un tout petit peu sur la trame de cette rencontre et sur l'expérience dont on parle. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de VAR. C'est ce qui est dommage. Et quand, comme au basket ou au handball, vous évoluez sur un playground, et quand vous arrivez en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, où vous avez évolué sur un parquet, que vous avez peur de plonger, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le playground, pour ma part, c'est la même chose, parce que vous n'avez pas l'habitude de jouer avec la VAR, donc vous n'avez pas les réflexes voilà, pour pouvoir juguler certaines actions. Pardon. Donc, oui, il y avait pénalty. S'il n'y avait pas VAR, il n'y aurait pas eu pénalty. Donc, c'est pour moi le moment de réfléchir aux infrastructures ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir intégrer cette technologie-là pour permettre à nos joueurs de pouvoir s'y habituer avant donc, les joutes internationales. D'accord. Alors, Nasser avait commencé à me dire que, bon, pour lui, c'était déjà un exploit d'être arrivé au second tour. Donc, je vais me retourner vers Patrick pour le coup. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire quand même un meilleur résultat, vous, Patrick? Absolument. Vous savez, le football, le haut niveau, ça se joue sur les détails. Sur les détails et sur l'action. L'action dont on parlait tout à l'heure, avec la passe de Zongrana qui aurait pu faire passe décisive ou bien but. Si ça aboutit, on ne parle pas du pénalty, puisqu'il y a balle au centre et puis après on se replace. Oui, il y avait de la place, même si je pense que, comme lui, on atteint le plafond de verre par rapport donc à la qualité intrinsèque des joueurs, par rapport à la qualité collective, par rapport à l'aisance technique des joueurs. Il a parlé de talent, de génie qu'il n'avait pas. Oui, il faut aller un peu plus loin pour dire tout simplement qu'il faut travailler ici en Côte d'Ivoire parce que le sélectionneur, il prend les meilleurs donc, qui sont sur la place. Et c'est donc aux entraîneurs locaux de pouvoir travailler sur la spécificité des différents joueurs. Ouais, après, bon, vous parlez de travail sur le long terme, évidemment, c'est ce qui pourrait payer, mais avec une équipe comme ça, c'est difficile de pouvoir travailler sur le long terme parce que le critère un peu particulier de la sélection des A' fait que le coach ne peut pas travailler sur 2-3 ans avec la même équipe comme les A, par exemple, parce qu'on rappelle, ce ne sont que les joueurs qui évoluent dans le championnat qui sont sélectionnables et on le sait, vu le contexte économique de notre football, évidemment, à la fin de chaque saison, les meilleurs talents s'en vont. Oui. Et c'est un éternel recommencement. Là, on parie, et on va au pari que pour le début des éliminatoires du CHAN 2025, on aura plus de la moitié de l'équipe qui était de cette campagne-là qui ne sera même pas dans l'effectif. Donc, c'est difficile pour le staff technique. D'accord. Bon, essayons de revenir sur des bonnes choses quand même. Est-ce que dans cette équipe des éléphants locaux, vous avez quand même eu de belles surprises? Oui, enfin, des surprises un peu intermittentes parce que j'ai bien aimé quand même les 2 jeunes devant. Sankara et Wotro, qui pour moi incarnent aussi l'avenir du football ivoirien, tout comme Konaté Karim qu'on a reçu en interview la semaine dernière ici. Donc, malheureusement, ils ont fait quelques bonnes prestations. Après, ça a été beaucoup intermittent à l'image de toute l'équipe. Et puis, Folie Ayaï, qu'on n'attendait pas dans les buts, le gardien qui est devenu remplaçant à la SEC Mimouza et qui a surpris tout son monde, y compris moi. Donc oui, on peut tirer quand même quelques satisfactions de ce groupe-là. Alors moi, autour Patrick, c'est vrai qu'il n'a pas marqué énormément de buts, un seul but donc, dans cette compétition. Mais c'est vrai que les attaquants sont jugés sur le nombre de buts marqués. Moi, j'ai regardé beaucoup plus de déplacements de ce jeune attaquant. Beaucoup dans les intervalles, qui entraînait beaucoup plus de défenseurs, qui fixait les défenses. Donc, c'est un garçon qui est intéressant. Malheureusement, comme l'a dit Nasser, c'est un garçon qui ne va pas forcément rester dans le championnat ivoirien, qui sera exporté tout simplement dans un championnat beaucoup plus huppé.
Et puis, j'ai apprécié également le travail de Foley Ayayi. Il a été critiqué, sa sélection a été beaucoup critiquée parce qu'il était le deuxième gardien de la Stade Mimosa. Aujourd'hui, les téléspectateurs de NCI Sport et même les observateurs demandent à ce qu'il soit en équipe A. C'est pour dire qu'il a réalisé beaucoup d'arrêts. Il a permis à l'équipe de Côte d'Ivoire de rester en vie. Allez, dernière question, messieurs. Les équipes du Niger et de Madagascar sont les grandes surprises quand même de ces demi-finales. Vous pensez que l'une de ces deux équipes, voire les deux d'ailleurs, peuvent passer le cap demain respectivement face à l'Algérie et au Sénégal? Moi, je parie un peu sur le Niger quand même, face à l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie est plus organisateur. Moi, je n'ai pas vu une Algérie triomphante face aux éléphants et face à une équipe nigérienne athlétique et libérée tout simplement, sans complexe. Je pense que le MENA peut réaliser un exploit face à l'Algérie. Pour moi, c'est totalement le contraire. Je pense que face à l'Algérie, voilà, à domicile, ça sera difficile pour eux. Par contre, Madagascar face au Sénégal, oui, nous, on a rencontré le Sénégal. C'était pas, voilà, trop supérieur, voilà, à nous. Et les Malgaches, ils ont produit du beau jeu. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Ils peuvent créer la surprise. Bon, on saura ça très prochainement. Allez, on va terminer la première partie de cette émission avec les performances de nos pros ivoiriens, tous sports confondus d'ailleurs. Eliane Tapé et Marco Seri nous disent tout dans le Thermopro. Les pros ivoiriens ont connu des fortunes diverses. Thermopro vous dit tout. On débute par Ahmed Traoré à la fête avec Sassuolo en Italie. Beau temps pour l'international ivoirien. Ahmed Traoré Junior décisif en Serie Milan, 5-2 devant son public à San Siro. Titularisé pour la 11e dans la bataille au maintien. Retrouvons Emmanuel Agadou dans un temps clément. L'équipe de Reims a contraint le Paris Saint-Germain. Position et avec une bonne lecture, le solide défenseur ivoirien a complètement éteint Kylian Mbappé. Faisons un tour en Angleterre où le ciel s'assombrit pour Kolo Touré, limogé. Mauvais temps pour Kolo. Après 59 jours à la tête des Latics, Kolo Touré a été limogé jeudi soir de son poste d'entraîneur de Wigan Athletics. Arrivé sur le banc du club de Championship en novembre 2022, l'ex-international ivoirien n'a pas pu trouver la formule magique et respecter les objectifs qui lui étaient assignés, la remontée au classement et le maintien. En 9 matchs, l'ancien adjoint de Brendan Rodgers a enregistré 6 défaites et 3 nuls, ce qui fait de Wigan toujours la lanterne rouge au classement. Terminons par les cyclistes ivoiriens emportés par la tornade de la tropicale Amissa Bongo. Voilà, un bilan donc assez mitigé. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon cette semaine pour nos pros ivoiriens. Eh bien, on sera là toutes les semaines pour vous donner les températures. Allez, on va marquer une toute petite pause. Dans quelques instants, on parlera basket, on parlera d'une école d'arbitre, on parlera de tennis avec la Coupe Davis et puis un doc exceptionnel. Oui, puisque nous avons célébré cette semaine un anniversaire, celui de Sénégal 92. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de NCI Sport. Merci d'être avec nous et vraiment continuez à passer le message autour de vous. Oui, puisque le rendez-vous de décryptage de toute l'actualité sportive, ça se passe sur NCI tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. Donc, allez-y, passez le message, communiquez. Il faut qu'on soit encore plus nombreux tous les lundis soirs. On en a fini avec ce qui se passe ailleurs. On va passer à ce qui se passe chez nous. Et il s'est passé beaucoup de choses, chez nous cette semaine, à commencer par du basketball. Liz Mills, nouvelle head coach de l'ABC Fighters, est arrivée à Abidjan pour la préparation du grand rendez-vous continental de basket, la Basketball Africa League. Nous l'avons rencontrée avant un entraînement. Elle nous fait part de ses ambitions avec l'ABC. C'est l'entretien de ce soir. Bonsoir à tous. Ce soir dans NCI Sport, nous allons à la rencontre de celle qui va coacher l'équipe de ABC Fighters lors de la Basketball Africa League. Son parcours, ses ambitions avec l'ABC et puis ce qu'elle pense apporter en sa qualité de femme, nous allons à la rencontre de Coach Mills. Suivez-moi.
Coach Mills, racontez-nous un petit peu votre histoire avec le basketball. Comment tout a commencé? J'ai grandi à Sydney, en Australie, et j'ai pratiqué de multiples sports. En Australie, le sport, c'est presque comme une religion. Et je suis arrivée au basket assez tard, à l'âge de 15 à 16 ans. Mais à l'origine, je suis tombée amoureuse de ce sport en regardant l'équipe nationale féminine australienne, des athlètes féminines et des coachs superbes, fortes et pleines de succès. Elles m'ont inspirée à jouer à 15 ans et à commencer à coacher à 16 ans. J'ai passé mes 10 premières années à coacher des équipes juniors filles et garçons et des équipes seniors. Et depuis 2011, j'ai été coach et assistante coach de club et d'équipe nationale masculine à travers l'Afrique. Vous avez commencé votre carrière en Australie avec une équipe junior et puis senior. Ensuite, vous êtes allé en Zambie. Comment ça s'est passé? C'était une superbe opportunité en Zambie, parce qu'avant cela, je n'avais jamais pensé en tant qu'une femme à coacher une équipe masculine. Et j'ai regardé le tournoi de saison de Lusaka de la Ligue nationale masculine. Et je me suis dit que peut-être j'allais essayer de coacher les hommes. Et l'opportunité m'a été donnée par un président de club très ouvert d'esprit, Musaka Perry, qui travaillait à la Banque mondiale à cette époque et qui n'a pas vu de problème de genre dans le fait que je coach une équipe masculine. Et on a gagné le titre national. Et ça a été la raison principale pour que je reste en Zambie et que je continue à coacher en Afrique. Coach Mills, on va parler maintenant de votre équipe, ABC Fighters, puisque vous êtes le coach de l'ABC. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici en Côte d'Ivoire? J'ai eu la chance de venir à Abidjan pour les qualifications de la balle en novembre dernier. Je cherchais une équipe à coacher et j'ai pu regarder la compétition et les différentes équipes. Et j'ai décidé que l'ABC serait certainement la meilleure équipe qui me correspondait. J'ai aimé leur façon de jouer, la mentalité des joueurs, j'ai aimé leur travail et l'intensité avec laquelle ils jouent au basket. Et le point crucial, je pense qu'ils ont un grand potentiel. Il y a beaucoup de domaines qu'on peut développer. C'est excitant pour un coach. On veut travailler avec des équipes qui ont des marges de progression. Qu'est-ce que vous saviez du championnat ivoirien? J'ai travaillé avec quelques autres équipes. Ça a semblé la meilleure situation pour moi. Et j'ai toujours eu un profond respect pour le basket ivoirien. Regardez le succès de l'équipe nationale, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez alors du niveau du championnat ivoirien? Je pense que c'est un championnat qui se rapproche des championnats angolais, tunisiens ou égyptiens. Il regorge de talent, il est bien géré, il est bien organisé. Et maintenant, il s'agit d'investir et d'inviter les joueurs ivoiriens à revenir jouer dans le championnat. Et je pense que les choses sont sur une bonne trajectoire et que les choses seront encore meilleures. Parlons de votre équipe. Comment vous la trouvez, votre équipe? Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis excitée à l'idée de jouer avec cette équipe parce qu'il y a 3 choses dont on a besoin pour gagner la balle. Des bons joueurs locaux, un bon recrutement et une défense. Et je sais que j'ai 2 de ces 3 choses. J'ai de très bons joueurs locaux. Ces joueurs savent jouer. Ils comprennent le jeu. Ils savent attaquer et défendre, ce qui les rend meilleurs que beaucoup de joueurs locaux qui participent à la balle. Et ils doivent être aussi forts que le banc. Et on a un super banc. On a des joueurs super qui seront dans le 5 majeur. Donc il est crucial pour nous de réussir à la balle et je sais que les Ivoiriens défendent beaucoup. Donc travailler avec une équipe qui a déjà cette mentalité et étant une coach qui favorise vraiment la défense, j'ai beaucoup de chance de travailler avec une équipe comme celle-là. Quels sont les objectifs qui vous ont été assignés par le président de l'ABC en arrivant? Pour nous, la demi-finale, c'est le minimum qu'on vise pour cette balle. On se prépare pour la compétition, on ajuste les choses, comme je le disais, et on est très confiant dans notre capacité à surprendre les gens en allant à la balle cette année. Je sais qu'on a des joueurs qui peuvent travailler dur et peuvent passer chaque étape de cette compétition. On est impatient d'aller à ce match de conférence et de montrer à tout le monde ce qu'on peut faire. Quelles sont les forces de cette équipe de l'ABC? Pour moi, je pense que les forces sont notre défense et notre capacité à courir. Je pense que jouer en transition est un aspect clé du basket africain. Être capable de marquer rapidement et être capable de bien défendre. Il y a des secteurs qu'on doit améliorer, mais je ne vais pas les dévoiler ici. Mais une fois qu'on aura amélioré ces choses, on sera une équipe vraiment difficile à battre. Dernière question, Coach Mills. Après la balle, est-ce que vous allez rester
ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez continuer à coacher l'ABC? Je suis très ouverte sur le fait de rester avec l'ABC après la balle. C'est une chose sur laquelle les deux parties doivent convenir après notre performance. Donc c'est difficile d'en parler maintenant. Mais je veux toujours rester dans les pays et aider au développement du basket dans ces pays-là. Thank you, Coach Mills. Thank you. Voilà, c'était donc Liz Mills, la nouvelle head coach de l'équipe des ABC Fighters. Alors Patrick Guité, c'est une coach qu'on avait découverte, ou qu'on avait vue du moins, pendant le dernier Afrobasket au Rwanda. Elle coachait l'équipe du Kenya. Qu'est-ce que vous pensez de cette coach? Est-ce qu'elle fera l'affaire justement avec l'ABC? Déjà, elle connaît très bien le basket africain parce qu'elle a pris beaucoup de stades de joueurs africains avant donc de prendre le Kenya, qui a causé énormément de problèmes à la Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler à l'Afrobasket, même si les Ivoiriens se sont imposés. Après, elle a également, au-delà de l'Afrobasket, elle a pris également l'AS Salé lors donc du dernier BAL et a atteint donc les quarts de finale et éliminée donc par le Petro de Luanda. Pour moi, au-delà donc de sa qualité donc de coach, c'est une femme, donc forcément, elle sera plus écoutés. On le voit dans le football, même avec les arbitres féminins qui sont plutôt très écoutés par les joueurs. Et puis après, donc, pour s'imposer en Afrique, il va falloir faire donc, des résultats. C'est vrai qu'elle a fait quart de finale avec l'AS Salé. Là, avec l'ABC, eh bien, on attend demi-finale. Donc, on s'attend donc à ce qu'elle puisse booster donc, les performances donc, de l'équipe ivoirienne qui a envie de se mettre dans les ailes pour cette première participation à cette compétition. Absolument. L'ABC, on rappelle, donc, qui est la première équipe ivoirienne à participer à cette Basketball Africa League. Et bien voilà. Allez, on poursuit notre beau programme de la soirée avec l'Inside. Et au menu de l'Inside, une académie, Young Talent Referee Academy, centre de formation au métier d'arbitre pour les plus jeunes. Monsieur Chérif Gbogbe, initiateur de ce projet, a permis à Yves-Boris Vey, Hermel Yao et Hervé Kiessé d'être au cœur des activités de cette école. Eh bien, allons à sa découverte. Nous sommes à Yopougon, cité verte. C'est ici que se trouve l'ITRA, entendez par là, Young Talent Referee Academia, centre de formation des 10 à 17 ans qui offre à ces jeunes adolescents la base du métier d'arbitre de football. Eh bien, NCI Sport s'intéresse à ce qui s'y fait. Bonsoir coach. Bonsoir Maurice. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Comment ça se passe avec les enfants? Ça se passe bien. Aujourd'hui, nous allons traiter les lois de jeu, mais plus particulièrement, nous allons parler de la loi 1 qui parle du terrain. Nous allons montrer les différentes mesures d'un stade. D'accord. Merci, Simone. Bienvenue NCI Sport. Quelle est la longueur, la surface de réparation? Oui? La longueur de la surface de réparation est 16 mètres 50. Ok, validé. Quelles sont les raisons de la création d'une telle académie? L'idée m'est venue en tête depuis 2011 par là. J'étais allé en stage en Tunisie et là j'ai un de mes préparateurs physiques, un Sénégalais, Bademba Mbaké, qui un soir il m'a dit est-ce que ça ne te tenterait pas de créer une académie? Parce que j'ai eu des informations comme quoi tu fais la formation au pays. Je dis oui, ça m'intéresse. Il dit bon, il faut t'y mettre parce que ça sera vraiment profitable pour l'avenir. L'académie existe depuis janvier 2022. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an que ça existe. Pour le moment, en mon sein, j'ai 13 pensionnaires. Je compte en avoir jusqu'à hauteur de 25. Sur un coup d'envoi, tous les joueurs doivent être à 9 mètres 15. Tout ce qui est coup de pied placé, on doit être toujours à 9 mètres 15. Donc, si l'équipe A ici engage, l'équipe B, les joueurs doivent être hors de ce cercle. Pas un joueur dedans. Et quelles sont les conditions pour intégrer cette académie? Les conditions sont simples. À l'inscription, le pensionnaire vient avec un extrait, 2 photos, la photocopie de l'attestation d'un des parents, plus la somme de 20 000 francs, qui vont servir à avoir des équipements pour pouvoir travailler véritablement. Je l'ai mis sur pied pour pouvoir aider les jeunes frères qui veulent s'intéresser réellement au métier d'arbitrage. Parce que dans notre métier, là, il n'y a pas véritablement une formation en tant que telle. Les gens apprennent sur le tas, en fait. Voici les 2 grandes mesures qu'on a. On a un terrain A qui a une longueur de 120 mètres et une largeur de 90 mètres. L'autre, longueur 90 mètres,
largeur 45 mètres. Notre coach nous explique très bien les coups des arbitres. Je retiens qu'un arbitre doit siffler quand il y a une faute. Le métier d'arbitre n'est souvent pas facile, mais avec la persévérance, ça paye et puis c'est intéressant. Ce que j'apprécie, c'est leur manière de faire, leur tenue, leur emplacement du drapeau, tout ça. En tant qu'arbitre, il faut être toujours loyal, intègre dans ses décisions. Bien, on vient de finir la phase théorique. Nous allons partir sur l'aire de jeu pour la phase pratique. Faire un exercice qui consiste à bien tenir le drapeau. Parce que quand on voit les assistants dans les matchs, nous qui sommes inspecteurs, on essaie de voir est-ce qu'il a une bonne technique de drapeau, est-ce qu'il a une bonne pousse. C'est tout ça on regarde. L'enfant va commencer l'exercice. Il va faire ce qu'on appelle le pas chassé. Le pas chassé qui consiste à observer l'action sur le terrain. Parce que quand tu es sur tes appuis face au terrain, tu vois mieux. Et l'accélération, pour voir est-ce que quand il y a une contre-attaque, une offensive, comment l'enfant se déplace avec le drapeau. Comment, après l'offensive, comment il va se stabiliser pour indiquer la faute qu'il a. Touche à droite. Touche à gauche. En jeu. Milieu du terrain. Intégrité, loyauté, justesse dans les prises de décision, mais surtout efficacité dans la pratique d'arbitre. Telles sont les valeurs inculquées par Chérif Gbegbe, fondateur de cette académie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Inside. Très belle immersion de la part de nos équipes. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement du projet de M. Chérif Gbegbe, créer une académie comme ça pour former des arbitres dès le bas âge finalement? Franchement, c'est extraordinaire. En toute chose, n'importe quel métier dans le monde a pour base la formation. Tout commence par la formation. Et quand on voit la léthargie dans laquelle était plongé l'arbitrage ivoirien depuis le départ de la génération Doué-Nou Mendiès dans les années 2015-2016, bon, maintenant, on commence un peu à sortir la tête de l'eau. On a notamment Traoré Kalidou qui est au CHAN, là, mais ça faisait un moment qu'on n'avait plus d'arbitres ivoiriens dans les compétitions internationales. Franchement, c'est à saluer. C'est à saluer. Alors, on espère des lendemains meilleurs pour l'arbitrage ivoirien. D'accord. Alors justement, vous pensez que ce genre d'initiative peut améliorer la qualité de l'arbitrage ivoirien dans quelques années? Absolument. Tout passe par la formation. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas des meilleurs arbitres, vous n'êtes pas des meilleurs tout simplement dans n'importe quel domaine qu'il soit. Donc pour moi, je salue cette initiative de Chérif qui a été arbitre international, qui a pratiqué donc les terrains internationaux tout simplement et qui essaie donc de donner et donc de son savoir donc à ces jeunes apprenants tout simplement qui, à l'image, ont cette passion-là d'officier les rencontres. Donc, pour moi, tout passe par la formation. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de qualité. Et merci donc à Chérif qui travaille avec les moyens de bord, comme on a pu le voir. Exactement, et qui fait un travail formidable. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans quelques instants. Eh bien oui, on aura ce doc exclusif sur Sénégal 92. On aura Facecam avec les nombreuses vidéos WhatsApp que vous nous avez faites parvenir. Et puis, on parlera tennis avec la Coupe Davis qui aura lieu à Abidjan. On vous dit tout juste après la pub. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous. On espère en tout cas que vous passez un beau lundi soir en notre compagnie. Oui, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est chez nous que ça se passe. Tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. On est toujours dans ce qui se passe chez nous. Et je ne sais pas si vous l'avez célébré cet anniversaire. Ah, le 26 janvier dernier, on célébrait un anniversaire et pas des moindres. Il avait quel âge, lui ? Comment ? Il avait quel âge ? Bon, ça, on ne le dit pas à l'antenne. Mais c'était la veille quand même de mon anniversaire. Ah bon, d'accord. Bon, bon anniversaire en retard alors. Donc le 26 janvier dernier, la Côte d'Ivoire s'est souvenue de son premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors c'était à Dakar, au Sénégal, contre le Ghana à l'issue d'une épreuve au tir au but insoutenable pour la plupart d'entre nous. 31 ans après, oui, puisque j'étais née. 31 ans après, 3 acteurs clés racontent comment ils ont vécu cette séance historique. Regardez. Anthony, il joue.
Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président du jour qui va remettre le trophée à Gagné Félix d'honneur, le trophée Nelson Mandela. Il y a 31 ans, le 26 janvier 1992, plus exactement à Dakar, au Sénégal, la Côte d'Ivoire se hissait au sommet du football africain au terme de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana. Pour décrocher leur première étoile, les éléphants ont dû aller jusqu'au bout des tirs au but. 31 ans après, le sélectionneur Martial Yeo, le gardien de but Alain Guaméné et le latéral droit Basile Akakwame racontent l'épreuve fatidique. On est arrivé au tir au but. Le coach Marcel Foyer choisit 5 frappeurs pour frapper faire les tirs au but. Donc je me suis désigné premier. Est-ce qu'avant les parties, je vous dis quelque chose, avant les parties, maman dit toi tu aimes frapper les tirs au but. Il ne faut pas aller shooter, penalty, tu vas louper, ils vont brûler ma maison ici. J'ai dit maman il faut laisser tout ça là. Que c'est Dieu qui donne la force. J'avoue que le tir au but qui m'a inquiété, mettez-vous à ma place, si Donald est dedans, il doit lui aussi tirer les pénaltys. J'ai tout fait pour le mettre après tout le monde, mais son tour est arrivé quand même, on n'a pas encore gagné. Et puis j'ai dit, si aussi doit tirer, on va voir ce que ça va donner. Et après le match, il me dit, lui, quand il partait tirer, il dit, tout le monde sait que je vais louper, donc il m'en fout. Maintenant, il partait sur le ballon, il dit au dernier moment, il s'est rendu compte que beaucoup ont marqué du côté gauche du gardien. Il a mis la balle là-bas. Et en temps, Alain, qui devait tirer lui aussi le pénalty, on était inquiets parce qu'il n'a utilisé que le pied gauche pendant les quarts de finale. Je vous le jure que ouais, ça fout la trouille quand même. Ouais, ça fout la trouille, mais bon, j'ai pas le choix, c'est moi qui tire. Donc j'ai pris mon ballon, j'ai parlé au ballon et puis voilà, je suis allé à droite pour tirer à le pied droit. J'ai dit oh putain, je peux pas. Alors je suis parti sur le pied gauche. Et j'ai dit bon, j'ai fini pour moi et il faut que j'arrête un peu, c'est fini quoi. À 10, l'arbitre vient et dit bon ok, le premier qui est frappé, c'est lui qui doit refrapper. Donc j'ai tiqué. J'ai dit mais attends, moi j'ai jamais vécu ça. Donc quand tu vois même, en marchant même, on sentait que j'avais un peu la crainte. J'avais un peu la crainte quand je marchais. Parce que mes pieds tremblaient, les trucs comme ça. Dites-moi, mais je shootais à gauche du gardien. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que le gardien va voir? Monsieur Ali Badarassen donne le signal. Aka. C'est qui marque. Mais attention, c'était peur. Les gars, certains disent que j'ai mal frappé mon pénalty. J'ai dit, mais j'ai mal frappé, mais le ballon est allé où? Le ballon est rentré. Anthony Bafoué qui a tiré le pénalty, il s'était claqué à la hanche. Et je voyais Otto Fischer en train de négocier avec l'arbitre pour changer son joueur qui est blessé. J'ai dit, il n'est pas question. C'est lui qui a tiré le premier tir. Il doit tirer. Quand on reprend là, c'est lui qui doit tirer. Il n'est pas question. Vous savez, les gardiens de but, c'est les plus intelligents. Ils sont un peu fous. Un homme qui n'est pas fou peut être gardien de but, mais il faut être fou. Mais il faut lui mesurer, je veux dire. Mais les plus intelligents. Si tu ne retiens pas ce qui s'est passé en amont, avant, tu es mort. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, premier tireur de penalty, et quand il tire son penalty, il tire à droite. Anthony Bafoué, il tire à droite. Donc là, tu le gardes. Il a marqué, tu le gardes. Deuxième fois, il doit tirer. Tu sais qu'il a tiré à droite. Les grands footballeurs, à ce niveau-là, si tu changes, vous voyez Didier Drogba, c'est rare que tu changes. Et à ce niveau où tu veux changer, c'est possible que tu mettes à côté. Donc je me suis dit, et j'étais très fatigué, moralement, physiquement. Il y a tellement de choses qui passent dans ta tête que... Et même avant le tir, tu te dis, si on perd, on va aller à Abidjan, comment je sors. Vous savez, tout ça, c'est tout un film dans ta tête. Toi seul, on va t'insulter à Abidjan. Tu vas
tu manques beaucoup de choses. Donc là, ta vie est en jeu vraiment. Et en même temps, il y a le pays. Je dis, bon, moi, je vais à droite. Je ne peux plus faire autrement. Je suis fatigué, je vais à droite. Si vous regardez bien le penalty, j'aime pas à droite. J'aime pas à droite, tout de suite. Et s'il change, OK. Et là, je vois la balle venir vers moi. Nous sommes champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez arrêter le penalty de Bafoué, champion d'Afrique. Et tous mes amis du quartier Sukoji étaient dans le salon de ma maman. Et tous, en ce moment, il n'y a pas de portable. On ne pouvait pas filmer pour m'envoyer. Donc, et tous, ils étaient là. Quand j'ai marqué mon dernier penalty, qu'on a remporté la coupe, ils sont allés dans la chambre de la vieille, faire sortir la vieille de son lit. Mais tout son argent est fini. Parce qu'on a payé à boire pour tout le quartier. Cette petite phrase-là, nous avons gagné, on a gagné. On gagne la Coupe d'Afrique pour la première fois. Et dans ta vie, tu vas être l'un des premiers. L'un des premiers. Ça, tu marques ton temps quelque part. Et vraiment, c'était la grande joie, l'apothéose. Nous savions que le pays était en grande joie. Oh, des images exceptionnelles et ça fait plaisir en tout cas de les voir, ces anciennes gloires qui resteront à jamais les premiers. Alors vous, messieurs, comment est-ce que vous avez vécu Bon, Nasser, je me retourne. Quelle question. J'étais tout petit comme ça. Ouais, tout petit. Bon, qu'est-ce que vous retenez alors? Non, je n'étais pas conscient à l'époque, j'étais tout petit. Après, j'ai vu, évidemment, ça a bercé ces images ont bercé toute mon enfance footballistique. J'ai pensé ne jamais pouvoir vivre un moment pareil et 2015 est arrivé. Dieu merci. Et je ne sais pas pour vous, mais on ne s'en lasse pas finalement de les voir, ces images. Absolument. Moi, je les ai vécus. J'avais 10 ans, c'est pas peut-être, j'avais 10 ans. Et moi, j'avais un oncle à la maison qui était très grand, qui jouait au basket. Donc, il y avait 2,02 m, je pense. Et quand le cortège donc, de l'équipe nationale avec le président Houphouët-Boigny, avec Alain Guaméné et Gagui Sili passait aux 220 logements, donc c'était à Djamé. Moi, j'étais tout petit, donc je ne pouvais pas voir le cortège. Et mon oncle, 2,02 m, qui me met sur son épaule pour que je puisse suivre, on va dire, le spectacle. Donc c'était exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on partage ensemble, Tia, toi et moi, eh bien, la même passion pour un club en France. Et on est agacé d'entendre à jamais les premiers, mais eux, ils sont à jamais les premiers. Absolument, Alain Guaméné, Gagui Sili, etc., à Kakwame, qu'on a pu voir avec Yo Marcel. Ben Badi qui était avec nous ici à l'occasion de la Coupe du Monde. Absolument, et Didier Tokouré également, qui était là avec la Coupe du Monde. Donc voilà, ce sont des moments exceptionnels pour toute la Côte d'Ivoire et nous revivons ces moments avec beaucoup d'émotion. Eh bien, tout cela nous emmène bien évidemment à la question de la semaine, ou plutôt le témoignage de la semaine. Comment avez-vous vécu, oui, vous, le premier sacre des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN Sénégal 92? Eh bien, voici vos réponses face cam. Sénégal 92. Bah, moi personnellement, j'étais beaucoup trop jeune et un peu trop distrait pour suivre toute la compète. Mais je me souviens surtout de la finale. Je me souviens du bobo que Alain Guaméné a eu, je pense, sur son pied gauche. J'ai crié Alain, prends mon pied gauche, prends mon pied gauche, prends mon pied gauche. Et puis directement, le gars, c'est comme s'il a entendu, il prend mon pied gauche. L'adversaire shoot, je vais dire ça comme ça, et puis paf, il bloque le ballon. Wow! Tout le monde crie. Je l'ai croisé dernièrement pour finir. Je me suis approché, j'ai dit bonjour mon frère. Ouais, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais bon. Je sais, c'est mon pied qui t'a fait gagner. J'étais encore très jeune, mais je me suis levé d'une certaine manière que je ne peux même pas réexpliquer. Parce que vraiment, je ne sais pas ce jour-là, mais c'est comme s'il y avait une force surnaturelle qui était en moi, qui m'a projeté. C'était ce que je suis tombé sur ma pauvre mère. Maman me dit, mais c'est pas à cause de Badja de Béni dans la vie. Je suis tellement dépassé, je suis tellement ému
Vraiment, c'était vraiment inoubliable. Franchement, il fallait être là ce jour-là dans le salon pour pouvoir vivre. J'étais encore gamin, comme je l'ai dit, j'étais avec des amis. On est sortis, je me rappelle très bien, j'étais encore à Calisson. On a commencé à courir dans toutes les rues. Et je me rappelle bien que cette finale nous a trouvés à Saint-Fra, parce qu'à cette époque-là, mon père enseignait à Saint-Fra. Vraiment, on a couru dans toutes les rues de Saint-Fra. Et vraiment, c'était magnifique, c'était magnifique. Mon meilleur souvenir pendant la CAN 92, Sénégal 92, c'est quand Anthony Bafoué a raté le pénalty. Il a mis le pénalty dans les bras d'Amilin Guamélé, notre gardien. Et là, en tout cas, ce souvenir m'a vraiment marqué. Oui. Allez, big up à vous, les éléphants de la Côte d'Ivoire et l'Empire à la Côte d'Ivoire. Je me souviens que mon père, lui, il ne faisait aucun bruit. Aucun bruit. Tellement concentré. Et lorsque Guamene Alain a arrêté le pénalty, il y a son voisin qui était directeur d'une société de la place. Mais mon Dieu, il a carrément enfoncé notre portail pour venir se jeter dans les bras de mon père. Nous, tous jeunes, on sautait, on criait. Oui, c'était la belle époque. Le football fait passer par toutes les émotions. C'est avec nostalgie que je célèbre cette victoire des éléphants, ce premier trophée remporté ce dimanche 26 janvier 1992 à Dakar au Sénégal. Voilà. Alors, je voulais profiter de cette occasion, de cette date anniversaire pour saluer tous ceux qui ont participé à cette victoire, à cet entraîneur Yeo Martial, à tous ces joueurs qui ont participé et à tous ces joueurs qui vivent, que Dieu leur donne longue vie, pour ceux qui nous ont quittés, que Dieu ait pitié de leur âme. Puis vraiment, je pense qu'après avoir ouvert la porte, on aura encore le 3e trophée en 2024 sur notre terre. Vraiment, merci beaucoup, merci à LCI. Au revoir, à bientôt. Je dirais même merci à vous pour toutes ces vidéos que vous nous faites parvenir toutes les semaines. Bon, en tout cas, ce sera comme ça, une question, des vidéos, et puis les meilleures seront diffusées dans Facecam. Allez, dernier sujet de la soirée, et c'est avec du tennis que nous allons clôturer cette belle soirée de sport. La Côte d'Ivoire va affronter le Maroc ce week-end, plus précisément les 4 et 5 février prochains, dans le cadre des play-offs de la Coupe Davis. Les deux nations s'étaient fort bien illustrées lors du tournoi qualificatif de la zone Afrique 3 en août dernier. C'était en Algérie. Ce sera donc une rencontre de haut vol qui sera à suivre en direct d'ailleurs sur NCI. Et pour en parler, nous recevons en plateau le président de la commission communication de la Fédération ivoirienne de tennis, monsieur Madi Gogwa. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, félicitations pour votre charmant trophée. Oui, il est joli, merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, parlons de cette Coupe Davis. Pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est vrai que certains pensent que le tennis, c'est un petit peu loin de nous, un petit peu loin de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette compétition qu'est la Coupe Davis? Alors, la Coupe Davis, c'est la compétition la plus prestigieuse au tennis. Parce que la Coupe Davis est au tennis ce qu'est la Coupe du monde au football. Donc c'est une compétition qui permet aux différentes nations de s'affronter, aux athlètes des différentes nations de s'affronter, et qui permet donc à ces différentes nations de se hisser au plus haut sommet du tennis, si bien sûr leurs athlètes ont pu gagner les différentes compétitions. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je retiens que NCI a diffusé la Coupe du monde de football et diffusera la Coupe du monde de tennis. Voilà. Alors, on en est à quelle étape exactement dans cette compétition? Alors, dans cette compétition, il se joue le maintien dans le groupe 2 mondial. Alors, pour votre information, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui être une nation prestigieuse de tennis, parce qu'au tennis, lorsque vous vous retrouvez dans le groupe 2 mondial, vous êtes dans le quota des nations du tennis. Alors, pour vous dire que la Côte d'Ivoire aurait pu compétir contre une nation comme la Grèce, si la Grèce était dans le groupe 2 mondial, elle aurait pu compétir contre une nation comme la Serbie. Donc, on aurait pu voir ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire Novak Djokovic. Ça aurait pu être le cas. Et donc, cette compétition, c'est pour permettre donc, aux différentes nations, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Maroc, de disputer leur maintien dans le groupe 2 mondial. D'accord. Alors, dans le groupe 2 mondial, c'est le groupe intermédiaire entre
le groupe 3 qui regroupe donc certaines zones, qui ne regroupe pas tous les pays de différents continents. Les pays sont subdivisés en plusieurs zones et donc selon les continents dans lesquels ils se trouvent. Alors vous avez par exemple la zone Afrique qui est dans le groupe 3. Oui. Et donc nous sortons justement de la zone Afrique groupe 3 et nous sommes maintenant dans le groupe 2 mondial. Alors, pour que les Ivoiriens se rendent bien compte quand même de ce que vous êtes en train d'expliquer, dans ce groupe 2 mondial, on trouve quoi comme nation? On trouve quelle nation? Alors, dans ce groupe 2 mondial, nous retrouvons bien sûr la Côte d'Ivoire. Nous retrouvons aussi, bien sûr, le Maroc. Comme il a été dit. Nous retrouvons aussi la Grèce. Nous retrouvons un autre pays qui est aussi en Afrique, comme l'Algérie. Voilà, et donc pour ne citer que ces pays pour l'instant. Donc ce sont quand même des grandes nations ce sont de grandes nations du tennis. D'accord. Alors, dans notre équipe de Côte d'Ivoire, vous allez nous la présenter parce que c'est vrai nous on les connaît parce que c'est notre métier, mais j'imagine que les téléspectateurs, ne sont pas très informés. Donc, parlez-nous un petit peu de l'équipe qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire ce week-end. Alors, on a une très grande équipe qui est constituée de 5 athlètes qui jouent tous dans des circuits internationaux. Parce qu'au tennis, lorsque vous êtes tennisman, joueur de tennis professionnel, vous jouez dans des circuits internationaux, c'est-à-dire des tournois qui sont cotés ATP. Lorsque vous jouez dans ces tournois et que vous remportez des matchs, des compétitions, vous remportez donc des points ATP. Alors, nos 5 athlètes sont de grands tennisman. Il y a bien sûr Bationo, qui est présent aussi, qui sera présent au cours de cette compétition, Bationo Abdul Aziz. Nous avons Kwame Yohan, très grand joueur. Nous avons au nombre de ces joueurs un autre très grand joueur, Boblei Romaric, qui joue très bien. Nous avons Ouattara Abdul Karim, qui est le numéro 2 ivoirien, et notre numéro 1, Koulibaly Eliakim, qui est 405e mondial. 405e mondial, bien sûr, quand vous prenez le nombre de joueurs ATP au monde, il y a des milliers, des dizaines de milliers de joueurs. Vous voyez que notre numéro 1 ivoirien est 405e mondial. C'est fabuleux. Alors, ces 5 athlètes seront présents sur les cours de l'Hôtel Ivoire et ils vont compétir contre les pachydermes du Maroc, au nombre desquels il y a Elliot Bencherit, qui est le numéro 1 marocain. Alors, notre équipe a des chances de gagner cette compétition parce qu'elle regorge d'athlètes très valeureux, au nombre desquels notre leader, Koulibaly Eliakim, qui est en Europe et qui a joué en Espagne. Et il vient d'un tournoi en Espagne où il a dû se retirer pour pouvoir maintenir la forme et jouer la Coupe Davis pour son pays. D'accord. C'est très important. Oui, alors moi je voulais demander, la prochaine étape c'est quoi? Parce que là, si on gagne le Maroc, parce que je pense que dans mon esprit aussi et dans l'esprit de beaucoup de téléspectateurs, c'est encore un peu flou. Si vous pouvez nous faire peut-être, au détour d'une comparaison avec le football, à quel stade on est exactement face au Maroc et la prochaine étape c'est laquelle? Parce qu'on aimerait nous voir disputer la Coupe Davis face aux plus grandes nations mondiales. Oui, à l'étape où nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans le groupe 2 mondial. Et cette compétition, c'est pour nous maintenir dans le groupe 2 mondial. Si nous perdons cette compétition, par exemple, je touche du bois, nous sommes rétrogradés en groupe 3. Alors nous allons jouer dans les zones. Et donc nous jouerons évidemment dans la zone Afrique. Qui fait toujours partie de la Coupe Davis. Qui fait partie de la Coupe Davis. Même si on redescend en zone 3, on est toujours dans la Coupe Davis. Exactement. Par contre, en Coupe du Monde, vous n'avez pas, les subdivisions. Ceux qui arrivent en phase finale de Coupe du Monde, ce sont ceux qui sont vraiment au niveau mondial les plus, les équipes les plus cotées. C'est la même chose au tennis. Et ceux qui sont dans le groupe mondial numéro 1, vous le verrez jouer dans les playoffs de la Coupe Davis, mais vraiment avec les joueurs les plus cotés au monde. Alors, quand vous prenez la Coupe du Monde, il y a bien sûr les préparations qui vont se jouer au niveau continental, au niveau Afrique, au niveau Asie, au niveau Europe. Et c'est
ces différentes compétitions prises ensemble lorsque elles sont terminées, c'est de cette compétition que sortent les équipes qui vont jouer maintenant la phase finale de la Coupe du Monde. Et c'est pareil, parce que nous étions en zone Afrique, où nous jouions d'abord au niveau de l'Afrique. Lorsque nous avons pu avoir des points, gagner des matchs, nous avons pu accéder à la zone 2 mondiale, au groupe 2 mondial. Patrick Guité. Voilà. Alors, mon cher frère Madi, qui jusque-là est devenu Sugar Daddy avec le... Enfin, voyons. C'est mon frère, on se connaît très bien. Alors, pour expliquer aux téléspectateurs, alors vous avez cité 5 athlètes ivoiriens, 5 athlètes ivoiriens. Est-ce qu'ils vont jouer en individuel ou ça sera une compétition par équipe, pour juste expliquer aux téléspectateurs? D'abord, ils jouent tous pour la Côte d'Ivoire. Oui. Qu'ils jouent en simple ou en double, ils jouent tous pour la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, la première journée, c'est-à-dire le samedi 4, ce sera les matchs en simple. Okay. Donc, il y aura 2 matchs en simple, parce qu'en tout, dans la compétition, il y a 5 matchs. Il y aura 2 matchs en simple la première journée. La deuxième journée, il y aura le match de double, parce qu'il y aura un seul match en double. Et puis, il y aura ensuite les 2 autres matchs en simple croisé. Alors, simple croisé, c'est très simple. C'est-à-dire que dans chaque équipe, le premier jouera, par exemple, contre le deuxième, le troisième jouera contre le premier, etc., etc. Et donc, on pourra choisir à l'issue de ces 5 matchs, voilà, le pays qui aura remporté le plus de matchs sera... D'accord. Alors, notre équipe de double, elle est constituée de quel joueur? Pour qu'on puisse... Eliakim. Est-ce que c'est déjà fait? Ah oui, absolument. Okay. Ouattara Abdul Karim et Koulibaly Eliakim. D'accord. OK. Allez, petit, rapidement. Très rapidement. Parce qu'on est plus par le temps, là. De mémoire, l'équipe de Côte d'Ivoire a connu son heure de gloire en Coupe Davis dans les fin des années 90. Je pense que c'était avec Goran Clément, si mon souvenir est bon, qui est arrivé à être 200e mondial quand même. Vous avez parlé d'Eliakim qui est 409e, c'est ça? 405e. Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre ce niveau-là aujourd'hui avec l'équipe actuelle, cette année déjà et dans les années à venir, pourquoi pas? Absolument. Eliakim est sur la voie. Okay. Eliakim est aujourd'hui 405e mondial. Il était, il y a peut-être de cela 1 an, un peu plus bas que cela. Il a 20 ans, c'est ça? Il a 20 ans, il a seulement que 20 ans. Et donc, il y a peut-être 1 an de cela, il était encore au plus bas que 405e. Il est aujourd'hui 405e. Il va continuer de jouer des matchs pendant toute l'année. Et lorsqu'il remportera des points ATP, vous le verrez bientôt 300e, 250e. Et j'ai même oublié, au nombre de cette équipe, il y a bien sûr le capitaine Ilou Lonfo, qui lui aussi est une ancienne gloire. Absolument. J'ai failli dire du football ivoirien. Non, du tennis. Que du tennis. Oui, bon, c'est pas... Alors, en tout cas, on rappelle donc ce grand rendez-vous, la Coupe Davis. Ben oui, c'est la même qui se joue, qu'on voit à la télé. Ben, ça se joue chez nous, donc les 4 et 5 février prochains, donc ce week-end. Je vous laisse donner toutes les informations. Allez-y. Alors, les équipes ont commencé à venir depuis le 26 janvier parce qu'au tennis, il faut venir longtemps avant, pratiquer le terrain, le connaître. Et puis, vraiment, la préparation commence au moins 1 semaine avant. Donc, les équipes ont commencé à venir depuis le 26 janvier. C'est Arthur H. C'est ça? Sur le cours à Arthur H. De l'Hôtel Ivoire. Et puis, le 2 février, c'est-à-dire jeudi, il y aura une grande conférence de presse avec tous les athlètes de toutes les délégations, Côte d'Ivoire, Maroc. Et ce sera à 11h, toujours à l'Hôtel d'Ivoire. Et vraiment, le 4 février, ça sera le début des festivités avec la cérémonie d'ouverture qui commencera à 11h, avec le premier match du coup d'envoi, le coup d'envoi du premier match. Ça sera fabuleux. Nous appelons toute la population à être présente, à venir célébrer et vraiment... bousculer nos pachydermes ivoiriens. L'entrée est libre, gratuite. L'entrée est libre. D'accord. L'entrée est libre. Et nous vous invitons, nous invitons la presse à venir aussi. Ah ben nous, on sera là, forcément, puisque on va diffuser. Voilà, ce sera donc une compétition à vivre en direct et en exclusivité sur NCI. Voilà, ben merci beaucoup, Monsieur Gogua. On sera ensemble ce week-end, on sera ensemble avec les téléspectateurs. Donc, merci en tout cas de nous faire vivre cette belle compétition de tennis, parce qu'il y a des férus de tennis dans notre pays. Et ben, vous voyez, dans NCI Sport, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Allez, merci beaucoup à nos consultants.
merci à vous. On espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. Le prochain rendez-vous de NCI Sport, c'est lundi prochain, toujours à partir de 20h30. En attendant, on vous laisse avec les prolongations. Et moi, je rentre m'occuper de mon petit trophée. Allez, bonne soirée, bye bye. On termine ce NCI Sport avec des images insolites. Oh, yes! Oups, désolé, monsieur l'arbitre. Entre le football et le volleyball, il y a une très grande différence. Mais ce n'est pas évident pour certains. On connaissait le dicton qui dit « Mieux vaut tard que jamais ». Désormais, c'est mieux vaut fuir que mourir. Pour ces joueurs, c'est plus facile de trouver la barre transversale que le but vide. Voilà ce qui arrive quand on a la tête ailleurs.